Donc on va passer à notre table ronde numéro 2. Recherche autochtone au Québec, évolution des pratiques, transformation des approches. Et donc, je vais commencer tout de suite avec notre première panéliste, Isabelle Bouchard, professeure au département des sciences humaines à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, chaque panéliste aura une vingtaine de minutes pour parler et ensuite, on passera à la période de questions. Donc, Isabelle, c'est à vous. Mon intervention aujourd'hui va viser d'abord à retracer brièvement l'évolution de la place de l'ethnohistoire et de l'histoire dans les pages de la revue Recherche amérindienne au Québec durant ces 3 premières décennies d'existence. Et à partir de ce bref bilan, bien sûr non exhaustif, je présenterai ensuite un état de la recherche aussi, fort probablement non exhaustif, en histoire autochtone au Québec, ainsi que quelques perspectives, réflexions pour le futur. Durant les 2 premières décennies de son existence, donc la revue Recherche amérindienne publie principalement des textes qui sont rédigés par des anthropologues et des archéologues, notamment ceux des fondateurs dont nous avons parlé ce matin. En comparaison, la place de l'ethnohistoire demeure relativement faible, quoique cette dernière croît tranquillement. Dans son bilan des 5 premières années de la revue, donc Jean-François Moreau, Pierre nous en a parlé un peu ce matin, dénombre seulement un article, donc dans son bilan 76, seulement un article dans la catégorie Histoire. En 81, donc dans son bilan des 10 ans de recherche amérindienne au Québec, il identifie alors la publication de 37 articles d'ethnohistoire et en comparaison, l'ethnologie, donc comprenant l'anthropologie, comporte un total de 217 articles et l'archéologie 192. Donc, dans la seconde moitié des années 1970, on a, disons, quelques pionniers qui commencent à publier des études d'ethnohistoire dans la revue. Par exemple, en 1976, Toby Morans y signe un article sur l'organisation sociale des cris et un article qui vise aussi à rendre compte de l'utilité des études ethnohistoriques. L'année suivante, donc RAQ publie un premier numéro consacré à l'ethnologie et l'histoire, dans lequel paraît le compte-rendu de l'ouvrage de Bruce Trigger, The Children of Ansic. Dans les années 1980, la revue fait paraître plusieurs autres numéros consacrés à l'ethnohistoire, tels que Ethnocentrisme et ethnohistoire en 1983, Ethnohistoire et territoire à la fin de la décennie. Et en novembre 1987, la Société Recherche amérindienne au Québec organise également le premier colloque sur l'ethnohistoire des groupes autochtones du Québec. Et elle fait paraître des comptes rendus de ce colloque dans la revue. Et dans son compte-rendu de l'événement, l'anthropologue Roland Villot souligne que plusieurs participants définissent donc dans ce colloque l'ethnohistoire comme l'étude du changement socio-culturel vécu par les peuples autochtones depuis le contact avec les Européens et leurs descendants. L'ethnohistoire s'inscrit donc, dans ces définitions à ce moment-là, dans une perspective diachronique, donc l'étude du changement, inscription de ces changements dans un cadre chronologique spécifique et dans la période dite historique, s'amorçant avec l'arrivée des Européens. Le milieu des années 1980 correspond également au moment où Denis Delage, donc, qui est avec nous aujourd'hui, commence à contribuer aux pages de la revue. La publication du Pays renversé, donc en 1985, est couverte par 2 comptes rendus et par une réponse de l'auteur. Donc, dans son compte-rendu, Lucien Campeau, historien et jésuite, lui reproche à l'auteur de faire le procès des missionnaires et de traiter ces missionnaires comme des vilains et des brebis galeuses. La démarche de l'auteur, que Campeau qualifie de pseudo-science, donc dans son compte-rendu, relèverait d'arguments à la mode plutôt que de faits issus de la lecture des sources. Au contraire, Denis Delage se défend en soulignant vouloir sortir d'une vision hagiographique promue par son détracteur. À certains égards, ces échanges apparaissent préfigurer certaines stratégies discursives qui seront employées par certains historiens dits négationnistes qui vont, dans les années 90 et 2000, avancer la thèse de la disparition de certaines nations autochtones du Québec.
Devant les critiques de certains anthropologues, ces historiens se défendront justement, pas justement, mais à cet égard-là, de faire ressortir une vérité historique face à la montée d'une rectitude politique. Avec Bruce Rieger, donc Denis Delage fut l'un des premiers à proposer donc une histoire coloniale reconfigurée donc au Québec en mettant en évidence l'échange inégal entre les Premières Nations et les Européens et en déplaçant le regard qui était jusqu'alors surtout porté sur les missionnaires et leurs objectifs de christianisation qui étaient assez peu remis en doute. Si l'ouvrage suscite certaines vives réactions, donc notamment bref exemple de Campeau que j'ai mentionné, mais il faut quand même souligner qu'au même moment, il obtenait aussi le prix du meilleur ouvrage par l'Institut d'histoire d'Amérique française, donc qui était reconnu quand même par la communauté historienne. En 2020, lors du 30e anniversaire de la revue, Claude Gélina constate une augmentation donc, du poids de l'ethnohistoire durant la dernière décennie. L'anthropologue rapporte que l'ethnohistoire représente 33,9 % des textes parus entre 91 et 99, alors que ce pourcentage dépassait à peine les 16 % pour chacune des 2 décennies antérieures. Ce constat témoigne en partie de la contribution de chercheurs provenant de la discipline historique qui font des relations, à partir de ce moment-là, des relations entre les Autochtones et les Européens, leur objet d'étude, et qui viennent aussi s'ajouter aux anthropologues qui adoptaient déjà la perspective ethno-historique. À partir des années 90, certains historiens québécois commencent à définir un nouveau champ de recherche, celui de l'histoire des Autochtones, et dans un bilan historiographique paru aussi en 2000 dans les pages de Revue d'histoire de l'Amérique française, qui est souvent considérée comme la principale revue des historiens et historiennes du Québec. Denis Delage soulignait que cette discipline historique avait récemment commencé à s'intéresser aux peuples autochtones qui avaient jusqu'alors été laissés entre les mains des anthropologues qui, par définition, étaient davantage des spécialistes de l'autre. Dans les années 90, donc cette recherche autochtone, notamment celle produite par les historiens et les tenants de l'ethnohistoire, est marquée notamment par cette crise d'Oka de 1990. Les Mohawks vont notamment faire l'objet d'un numéro spécial, donc c'est le titre dès l'année suivante. Et cette décennie est aussi marquée par le recours à l'histoire dans les processus visant à déterminer l'existence des droits des Premières Nations, un phénomène qui s'est, comme vous le savez, accéléré après le rapatriement de la Constitution de 1982. Les traités conclus, particulièrement les traités conclus dans le cadre de la transition entre les régimes français et anglais, sont alors scrutés par des historiens. Plusieurs questions suscitent des débats, tels que la question de la nature des 7 nations ou 7 feux, donc alliances politiques qui regroupent différentes communautés autochtones situées dans la vallée du Saint-Laurent, ainsi que le moment de sa création, donc suscite des débats. Le traité de Murray, comme nous l'a mentionné brièvement aussi Jonathan Lenné ce matin, donc des débats qui, comment témoignent les recherches publiées et commentées dans la revue Recherche amérindienne au Québec. Dans ce contexte politique, judiciaire, ça amène un intérêt accru des historiens pour l'ensemble qui est parfois encore désigné comme les domiciliés ou les communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent. Un intérêt accru qui s'observe par la publication d'un numéro spécial sur les Hurons de Wendake en 2000, sur les Abénaquis au Québec en 2003. Ces Premières Nations avaient jusqu'alors fait peu l'objet d'études dans les pages de la revue, comme en témoignent aussi certaines analyses effectuées en 2000 par Claude Gélina, en fonction de la répartition par nation.
Dans les années 90 et aussi au début des années 2000, on a aussi des historiens qui s'intéressent en outre à la présence des Premières Nations devant la justice criminelle française et anglaise, et à l'instar de recherches portant sur le statut des Premières Nations dans ces empires coloniaux, ces études démontrent la préservation de leur souveraineté au regard des puissances européennes durant les 17e et 18e siècles. Puisque aussi les historiens sont généralement friands d'anniversaires. Un numéro spécial sur la Grande Paix de Montréal de 1701 est publié dans les pages de la revue en 2001, justement donc pour souligner cet anniversaire, et avec plusieurs autres articles publiés précédemment et ultérieurement dans la revue, ce numéro témoigne aussi de l'importance de l'Alliance franco-autochtone et de son rôle dans la constitution et le maintien de l'Empire français en Amérique. Toutes ces recherches ont eu un impact sur l'historiographie de la Nouvelle-France, donc la manière qui était produite et enseignée l'histoire de la Nouvelle-France à quelques égards, donc une multiplication d'études sur l'Alliance, sur les relations européens autochtones a amené une place grandissante des Autochtones. Cette place grandissante des Autochtones dans l'Empire français est devenue davantage incontournable. Leur rôle actif dans l'établissement, le maintien des relations commerciales, religieuses, militaires est davantage reconnu, et même au-delà seulement des historiens qui s'inscrivent dans ce champ d'histoire autochtone. Cela aussi a amené l'adoption d'un récit peut-être plus nuancé, plus critique de la prise de possession du territoire, notamment en étudiant cette période de la Nouvelle-France dans une perspective coloniale plutôt qu'une perspective nationale. L'augmentation du poids de l'histoire est une tendance qui, dans les pages de la revue, j'entends, une tendance qui se poursuit dans les 2 premières décennies du 20e siècle. Les chercheurs qui se réclament explicitement de l'ethno-histoire sont toutefois un peu moins nombreux, comme semble le suggérer donc une recherche par mots-clés dans les numéros de la revue qui sont disponibles sur Érudit donc à partir de 2008. En raison du poids, de l'augmentation du poids de la recherche portant sur les 17e, 18e siècles, plusieurs historiens et historiennes s'inscrivant donc dans ce champ de l'histoire autochtone au Québec ont tourné leur regard vers le 19e siècle. Si la période du contact et des découvertes constituait une période quand même décisive, le 19e siècle s'est imposé comme période d'études, comme une période cruciale de transition pour les Premières Nations, une période méconnue, parce que c'est durant celle-ci aussi qu'il disparaissait principalement du récit national québécois. Plusieurs historiens ont également notamment tourné leur attention vers le processus de formation de l'État et sur la manière dont ce processus a influé sur les rapports que cet État a entretenus avec les Premières Nations. Ces travaux visent à interroger le statut particulier imposé aux Premières Nations qui sont exclues et placées aux marges de ce projet de gouvernance libérale donc, qui se met en branle au 19e siècle. Au Québec, donc, cette tendance s'observe notamment par des études sur la pratique pétitionnaire ou sur le rôle de différentes études sur la construction de cet espace national en lien avec les populations autochtones. L'ouvrage aussi de Denis Delage et Jean-Philippe Warren, c'est plus récent, explorait également cette idée du piège que l'idée moderne de la liberté a constitué pour les peuples autochtones. Aux études portant sur les rapports politiques entre l'État et les Premières Nations s'ajoutent aussi des recherches qui tentent de jeter un regard plus critique sur les processus par lesquels les terres des Autochtones ont été été progressivement considérées comme québécoises ou plus largement comme canadiennes, soit les processus par lesquels le territoire a été transformé en propriété. Dans Possession and Dispossession, donc notamment l'historien Alan Greer aborde donc justement cette formation de la propriété par le biais d'une démarche comparative entre les principaux empires coloniaux de l'Amérique du Nord.
quoique son analyse porte plus particulièrement sur l'Ancien Régime. L'historien aborde aussi dans son épilogue l'émergence de l'idéologie de cette propriété privée qui va mettre un terme à la diversité des pratiques de propriété dans le monde atlantique et entraîner aussi une dépossession foncière des Autochtones. Sur le plan donc de cette construction du territoire, de la propriété, le Québec est aussi un cas particulier par rapport au reste du Canada, par l'existence donc de différentes modes de propriété qui sont issus tant de la France que de l'Angleterre, qui vont aussi coexister jusqu'au milieu du 19e siècle. Le synchronisme, disons, entre l'abolition du régime seigneurial et la création des réserves constitue une question qui reste à être approfondie, notamment donc des questions, des pratiques, la question des pratiques concrètes par lesquelles les terres donc, des Premières Nations vont à venir être considérées comme des réserves, donc des terres sous la tutelle de la couronne restent aussi à davantage à être explorées du point de vue donc, de la discipline historique. En outre, aussi, des recherches supplémentaires concernant l'indemnisation des Premières Nations dans ce processus doivent être menées, comme le soulignaient certains historiens. La discipline historique est caractérisée par une approche diachronique ainsi que par son rapport aussi aux sources écrites. Celle-ci, donc cette discipline repose principalement sur cette critique interne et externe des sources qui peuvent être donc de nature administrative, comme les archives des affaires indiennes, épistolaires, de la correspondance, des documents du fort privé, des journaux, la presse, donc les journaux au pluriel, les recensements, etc. Dans le cadre des études autochtones, la représentativité, la fiabilité et l'exhaustivité des sources écrites suscitent quand même certaines suspicions. Produites par des explorateurs, des missionnaires, des employés des affaires indiennes ou d'autres représentants de l'État, des individus qui ont chacun leur regard, leur biais, leurs préjugés à l'égard de ces peuples autochtones. Ces sources documentaires sont mises en doute pour reconstituer adéquatement l'histoire des peuples autochtones. Questions qui ont été soulevées, qui est soulevée depuis très longtemps, notamment dans son compte-rendu de ce premier colloque sur l'ethno-histoire, donc en 1987. Roland Viault rapportait que ces questions, ces critiques avaient déjà été soulevées par les présentateurs et les commentateurs autochtones particulièrement. Des suspicions, des critiques ou donc des interrogations qui ont été renouvelées, approfondies et théorisées par différents intellectuels autochtones au cours des dernières décennies. Dans leur utilisation des sources écrites, les historiens, historiennes aussi, cherchent à apporter une attention particulière aux paroles autochtones qui ont été mises par écrit et conservées dans les archives. Ces voix, disons, autochtones peuvent, par exemple, prendre la forme de pétitions transmises aux autorités, de témoignages reproduits dans les archives judiciaires ou de testaments dictés par un notaire ou de lettres. On y peut avoir plusieurs exemples. Ces paroles peuvent avoir été inscrites par un tiers, d'où l'importance aussi donc, de cette critique des sources, mais elles peuvent aussi être de la main d'Autochtones, de membres des Premières Nations qui ont appris à lire et à écrire. À cet égard, quelques historiens se sont penchés sur les enjeux de savoir et de pouvoir liés à l'enseignement scolaire et à la littératie alphabétique. Par exemple, Thomas Peace, dont Jonathan nous parlait ce matin, proposait d'étudier la scolarisation des Premières Nations dans la longue durée, donc du début du 17e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle, pour interroger les raisons, notamment donc les usages et la manière dont ces individus se sont engagés avec cette culture de l'imprimé. Donc, il n'est pas le seul, mais bon, c'est un exemple que je donne. Et comme le soulignait aussi l'anthropologue, Marie-Pierre Bousquet, qui est à côté de moi ici dans sa présentation du numéro spécial sur les écoles, les pensionnats, l'histoire aussi scolaire des Autochtones au Québec est un chantier à défricher. La prépondérance, donc quand même, encore des sources écrites dans la discipline historique n'empêche toutefois pas qu'il existe d'autres types de sources ne relevant pas de l'écrit, qui sont mobilisées
par des historiens, telles que des sources constituées dans le cadre de l'histoire orale. Ces sources orales, donc comme il a été souligné pour d'autres groupes, représentent un outil indispensable pour comprendre l'expérience de groupes absents des documents écrits. Bon, ça a été souligné pour l'expérience des femmes, par exemple, des classes ouvrières précédemment. Si les historiens reconnaissent aussi majoritairement, quoique pas tous aujourd'hui, la pertinence et l'apport de la tradition orale pour écrire l'histoire des peuples autochtones et pour que les communautés puissent aussi produire elles-mêmes leur propre histoire, ceux-ci sont toutefois souvent bien peu outillés méthodologiquement ou de différentes manières pour être mis en contact et comprendre ces traditions orales, donc et pour en faire eux-mêmes usage dans leurs travaux. Donc ça, il faut le reconnaître. Contrairement à l'anthropologie ou à d'autres de sciences sociales, le terrain, en général, occupe assez peu de place dans la méthodologie des sciences historiques. Toutefois, cette situation pourrait, on l'espère, être amenée à changer par l'augmentation de partenariats entre les historiens et les communautés, les nations autochtones, mais également par l'augmentation du nombre d'historiens et historiennes issus des Premières Nations. Des recherches menées ailleurs au Canada, donc notamment au Canada anglais, témoignent de cette tendance et des apports. J'aurais un exemple, il y peut en avoir d'autres, mais de l'ouvrage de l'historienne Anishinaabe Brittany Lutby, qui a publié donc Dam, The Politics of Loss and Survival in Anishinaabe Territory, donc tout récemment, en 2021, qui s'appuie à la fois donc sur des sources orales et sur des sources écrites pour illustrer l'héritage concret du colonialisme de peuplement sur les corps, les territoires et la vie des peuples autochtones. Un ouvrage aussi qui participe également à remettre, à contester le récit de la prospérité et de la croissance économique d'après-guerre qui est quand même souvent présenté dans cette histoire plus large canadienne ou québécoise. Donc, en démontrant, ce n'est pas la seule, mais c'est l'exemple notamment parce qu'elle a utilisé une multiplicité de sources. Donc, depuis la Commission de vérité et réconciliation et ses appels à l'action, il y a une augmentation de l'intérêt de la communauté historienne pour l'histoire des Autochtones et pour leur expérience spécifique de l'histoire. Un intérêt qui dépasse les historiens qui s'inscrivent dans le champ de l'histoire autochtone. Ainsi, plusieurs commencent à chercher à inclure davantage les peuples autochtones dans leur enseignement, que ce soit dans des cours sur l'histoire du Québec, Canada, ou dans des cours portant sur des thématiques plus larges comme l'histoire des femmes, par exemple. En outre, certains départements d'histoire au Québec ont, dans les dernières années, ouvert quelques postes en histoire autochtone ou embauché des chercheurs s'inscrivant dans ce champ. Mais néanmoins, l'étanchéité entre ces historiographies, donc entre l'histoire plus générale nationale et les autres champs, demeure quand même encore importante. Le contexte donc de cette commission Vérité et Réconciliation a aussi ramené de l'avant la question du rapport entre l'histoire nationale et l'histoire des Autochtones. Donc, les 11 nations autochtones du Québec ont chacune donc leur histoire distincte, propre et qui est distincte de celle de la nation québécoise. Cette dernière, donc cette histoire québécoise, doit toutefois revoir la place qu'elle accorde aux interactions entre les Québécois et les Autochtones. Donc, dans cette conscience collective québécoise et aussi qui transparaît parfois dans l'histoire, on a encore une idée relativement répandue qui veut que les Français aient entretenu de bonnes relations avec les Autochtones et que ce sont les Britanniques et le fédéral qui sont responsables du colonialisme. Donc, Jonathan Lenné nous l'a illustré avec certains exemples, certaines phrases ce matin. Récemment, l'historienne, un exemple ici, Catherine Larochelle, appelait à reconnaître davantage que l'histoire des pensionnats, l'histoire du génocide canadien était aussi une histoire québécoise. Donc, un appel aussi à un cadre théorique lié
parmi les historiens d'un appel au cadre théorique, soit du colonialisme de peuplement ou colonialisme d'implantation, qui est encore peu utilisé au Québec dans le champ historique, propose justement de revisiter ce parcours historique du Québec et son rapport au colonialisme et à l'occupation et à l'accaparement du territoire. Au cours donc des dernières décennies, ce champ de l'histoire autochtone au Québec s'est élargi quelque peu, mais cela ne se fait pas non plus sans remise en question. Je ne prétends pas avoir toutes les... Donc, ce sont mes propres réactions ce soir, pas ce soir, aujourd'hui. Ça n'engage que moi. Mais donc, certains historiens, même qui s'ancraient dans ce champ, se questionnent et se considèrent potentiellement de davantage peut-être faire une histoire, prendre conscience qu'ils font une histoire du colonialisme et de ses différentes formes qu'il a pu prendre en Amérique du Nord au cours des derniers siècles, plutôt que faire l'histoire des nations autochtones. Donc, ce serait eux qui pourraient avoir un discours sur leur propre nation. Mais tout en cherchant à accroître leur collaboration et leur partenariat avec les Premières Nations. Donc, c'est encore assez peu présent en comparaison de d'autres disciplines. Donc, c'est comme nous l'a abordé Jonathan ce matin, mais certaines volontés, certaines initiatives qui commencent, mais donc des chercheurs prennent conscience qu'ils font une portion, disons, de l'histoire des Premières Nations. C'est surtout celle de l'histoire nationale, mais celle des relations qu'ils peuvent avoir eues avec les Euro-Canadiens et celle des mécanismes de dépossession, et que cette histoire-là ne se restreint pas seulement à ça. Mais dans une idée que peut-être une telle approche, donc une telle puisse permettre de réduire aussi l'étanchéité entre l'histoire des Autochtones et du Québec-Canada. Donc, pas dans l'idée nécessairement d'intégrer, mais l'idée que cette histoire nationale reconnaisse davantage ses rapports avec les Autochtones et ainsi pouvoir avoir une meilleure inscription, si je peux dire comme ça, des mécanismes de dépossession territoriale des peuples autochtones et des mécanismes de justification dans cette histoire du Québec, du Canada, donc une meilleure reconnaissance de ces différents aspects. Merci. Merci beaucoup. Je vais donc passer la parole maintenant à Marie-Pierre Bousquet, qui est professeure titulaire au département d'anthropologie à l'Université de Montréal et directrice du programme en études autochtones à l'Université de Montréal. Et comme j'ai la chance et l'honneur d'enseigner à ces étudiants et étudiantes, c'est l'occasion pour moi de te remercier pour l'existence de ce programme au nom de pour tous les étudiants et étudiantes qui passent par lui. Donc merci beaucoup. Merci Simon, je suis flattée. Alors, j'ai intitulé cette présentation « Comment faire des recherches excitantes ». Je voudrais d'abord commencer par dire que j'ai toujours pensé que les recherches étaient extrêmement excitantes parce que sinon je ne ferais pas ce métier. Mais j'aimerais donc expliquer un petit peu ce que j'entends par là. En général, donc, les chercheurs et les chercheuses sont passionnés par ce qu'ils font, enfin j'espère, parce que sinon il faut qu'ils se reconvertissent, mais pour ce qui est des sciences sociales, ce n'est pas toujours le cas par ce que je vais appeler, prenez ça avec humour, les recherchés, c'est-à-dire les participants à nos recherches. Ces participants ont été objets, ensuite ils ont été sujets, et au fil du temps, ils sont devenus des informateurs, et également ensuite des participants, et même des collaborateurs. Donc on voit qu'il y a eu des changements de statut, et ces changements de statut proviennent d'une longue réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui la décolonisation de la recherche, mais qu'on appelait avant ça autrement. Notamment, on parlait des limites entre la recherche soi-disant neutre, moi celle qu'on m'a enseignée quand j'étais étudiante en anthropologie il y a maintenant fort longtemps, et la recherche militante, la recherche qu'on appelle aussi activiste ou qu'on appelle également impliquée. Et aujourd'hui, j'aimerais faire, non pas une présentation formelle de cette histoire de la recherche chez les Autochtones, mais plutôt soulever quelques points pour mémoire, pour rendre hommage à nos aînés, c'est-à-dire en fait ici ceux et celles qui ont fondé Recherche amérindienne au Québec. Je parle également de mes aînés anthropologues, et qui ont participé à fonder les études autochtones québécoises, en commençant donc par les anthropologues. Et en plus, Isabelle vient de parler des historiens, et après, Christian parlera des archéologues. Donc bon.
Et je vais donc parler de ces changements de statut des autochtones dans les recherches, puis des changements également dans les choix des sujets, et enfin des manières de faire de la recherche. Alors, la bonne vieille entrevue semi-dirigée et l'observation participante ne sont pas devenues obsolètes, mais quand même, l'arsenal méthodologique s'est quand même diversifié et inclut également des façons de faire auxquelles les universitaires ne pensaient pas forcément il y a 50 ans. Notamment, et pour une raison qui continue à être tout à fait d'actualité, c'est que il est très peu valorisé et pris en compte dans les cheminements académiques de faire de la vulgarisation et de penser à une meilleure accessibilité du transfert des connaissances. Alors, je vais commencer par parler de ce que j'appelle un peu le chemin de l'activisme à la décolonisation, mais en fait, ce n'est pas linéaire, hein, les deux sont liés de toute façon. Et ça ne veut pas dire qu'on ne pensait pas à la décolonisation avant. Sylvie Poirier écrivait en 2000 « Travailler sur les questions autochtones et auprès des autochtones est devenu une aventure hautement politique ». Et dans un article de Anthropologie et Société, elle proposait plusieurs mots-clés pour définir ce qu'elle appelait le rôle futur de l'anthropologie. Des mots qui résonnent très fort en 2021, médiation, contribution et engagement politique clair, mais également engagement affectif. Alors, je n'aborderai pas ici toutes les questions épistémologiques que ça pourrait soulever, mais j'aimerais rappeler qu'en 1975, Recherche amérindienne au Québec avait sorti un numéro intitulé « L'anthropologie québécoise », dont l'éditorial avait été écrit par Sylvie Vincent, et on y rendait compte notamment d'un colloque sur le sujet qui avait été organisé par la Société Recherche amérindienne au Québec. Et les chercheurs et chercheuses de l'époque, travaillant chez les Premières Nations du Québec, racontaient leurs débats sur la finalité de leurs recherches. Et c'est tout à fait intéressant de le lire parce que c'est quand même des textes de 1975 et on se rend compte à quel point ce sont des questions qui nous agitent encore aujourd'hui, même si parfois les mots ont changé. Par exemple, ils se demandaient si on pouvait les considérer comme des mercenaires de la recherche, des experts consultants ou des négociateurs. Et on y lit d'ailleurs tout au long des années 70, et dans ce numéro en particulier, toute une réflexion sur tout le processus de fabrication de la recherche, de la collecte jusqu'à la restitution des données, voire sur l'usage même du savoir qui était produit, et également sur sa finalité. Pourquoi, en fait, faire ça? Par qui? Pour qui? Et à l'époque, on se demandait déjà qui sont les experts et les expertes, et en quoi le sont-ils ou le sont-elles? Il faut savoir également que chez les autochtones, des voix s'élevaient depuis les années 1960 pour demander un certain nombre de choses. D'abord, que la recherche puisse avoir une efficacité immédiate, qu'elle prenne, par exemple, en compte les besoins et les désirs des Premières Nations, que ce soit également une recherche moins arrogante, plus réglementée. Et on a tous en tête, à ce moment-là, le fameux livre de Vine de la Roya, publié en 1969, « Custodied for Your Sins », où les anthropologues se font donner, c'est le moins qu'on puisse dire, une petite leçon d'humilité, si ce n'est pas une grande, puisque en fait Vine de la Roya explique carrément que en gros les anthropologues se bâtissent une carrière sur le dos en tout cas de son peuple, en posant des questions qui n'ont pas de sens, en racontant n'importe quoi, et bref, en exploitant et en ne demandant jamais l'avis des gens. En 2005, Paul Charret publiait dans Études Inuit Studies un article sur les assistants de recherche amérindiens comme médiateurs culturels. Il y relate l'absence de contrôle des autochtones sur les recherches sociales et culturelles à cause, selon lui, de relations de pouvoir asymétriques qu'il a carrément qualifiées de type néocolonial. Dans cet article, il y racontait des exemples de partage des connaissances suite à des collaborations entre des chercheurs non autochtones et des assistants autochtones, qu'il qualifiait en français de courtiers culturels, une traduction de l'anglais « cultural brokers ». Et il y recommandait qu'il y ait davantage de retombées utiles pour les groupes concernés, sachant que l'anthropologie, l'ethnologie, qui est plus ma sous-discipline, n'est a priori pas une discipline normative, c'est-à-dire que quand on fait une recherche, le but n'est pas d'aller ensuite, par exemple, fournir des recommandations ou des plans d'intervention. En fait, on rend
notre recherche, et puis après, c'est un peu débrouillez-vous avec. Et personnellement, j'assume très bien, mais bon, en fait, ça m'arrange aussi quelque part de ne pas avoir de recommandations à faire. Et dans cet article, Paul Charret allait assez loin puisqu'il y dénonçait également le fait que les autochtones n'étaient souvent même pas informés sur ce qui s'écrivait sur eux, ce qu'il appelait l'aliénation culturelle. Alors, les relations de pouvoir ont changé dans les 2 dernières décennies. Elles ont ouvert la voie à une reconquête du pouvoir chez les autochtones. Et dans le même sillage, des questions sont abordées de façon avec un nouveau vocabulaire, même si elles étaient déjà, on en sent l'origine, par exemple, dans les anciens numéros de recherche amérindienne au Québec, notamment les questions de la sensibilité culturelle, la protection des savoirs, et toutes ces questions-là ont fait leur chemin jusqu'aux acteurs et aux actrices de la recherche, qui, en anthropologie, encore aujourd'hui, sont en très grande majorité des non-autochtones au Québec. La recherche fondamentale, elle a été décentrée vers un nécessaire partenariat avec nos sujets d'études, qui sont qu'on n'appelle plus maintenant des sujets, mais vraiment des participants ou des collaborateurs. Mais il n'en reste pas moins que souvent, les textes anthropologiques vont énoncer, et là je reprends les mots de l'anthropologue française Françoise Zonabend, une vérité décryptée ou comprise par le chercheur qui n'est pas toujours celle à laquelle ses interlocuteurs s'attendent. Alors, Françoise Zonabend allait jusqu'à dire, c'est un article de 1994 dans Gradiva, si vous voulez. Elle disait « Malgré les explications que l'ethnographe donne à sa présence, ses partenaires de l'enquête ne réalisent pas toujours ce qu'il est venu chercher, ni comment il peut procéder pour déchiffrer le groupe, la société ou la culture qui constitue. » Se posent alors diverses questions qu'il n'est absolument plus possible d'éluder si on veut faire des bonnes recherches, des recherches participatives et des recherches éthiques. Par exemple, le chercheur doit-il consulter ses participants pour ce qu'il fait? Doit-il restituer les données, au sens premier du terme restitution, c'est-à-dire rendre ce qu'on a appris ou ce qu'on possède indûment? Et comment peut-on, en fait, j'allais dire se plier, mais ce n'est pas le bon terme parce que c'est un côté contrainte, mais comment répondre aux prescriptions qui sont demandées par nos participants et recommandées également par nos pairs, sans risquer de trop déformer les données et par voie de conséquence l'analyse de ces données. Alors, il faut quand même relativiser la question de la mauvaise interprétation des données ou de la surinterprétation. Ça a toujours existé en anthropologie et dans toutes les autres sciences sociales d'ailleurs. Et puis finalement, on pourrait très bien se dire qu'en travaillant de façon beaucoup plus étroite et consultative avec nos participants, on pourrait se dire qu'on risque beaucoup moins de se tromper dans ce qu'on écrit. Le co-autorat également avec des partenaires autochtones est également devenu beaucoup plus courant pour signer les publications. Donc on peut retenir 2 choses qui expliquent finalement ces changements de statut que je mets entre guillemets recherchés. Un double mouvement, une volonté des membres des Premières Nations. Ce mouvement, on le traduit en français par nous, pour nous, Nothing about us without us, qui est un slogan en fait qui vient des traditions politiques d'Europe centrale et qui a été récupéré à large échelle, et notamment au Canada par les Premières Nations depuis au moins les années 2010, si ce n'est pas avant. Et dans ce double mouvement, il y a également une volonté des acteurs et actrices du monde universitaire qui désirent répondre aux besoins des communautés. On ne sait pas toujours comment, d'ailleurs, bien le faire. On désirait avoir également une démarche plus éthique, un désir d'impliquer les gens avec lesquels on travaille de la création du sujet à la publication et au transfert des connaissances, donc toutes les étapes, ce qui n'est pas forcément facile. Et on voit d'ailleurs de plus en plus de recherche-action et de recherches collaboratives qui sont menées même dans des disciplines comme l'ethnologie, sachant que les recherches-actions et les recherches collaboratives sont plutôt nées dans des disciplines qui font des interventions et des recommandations. Est-ce dire que c'est la fin des recherches fondamentales? Pas du tout, mais simplement elles ne sont pas systématiquement privilégiées. Mais en fait, il est beaucoup plus excitant de conduire des recherches avec des personnes qui sont pleinement engagées et qui trouvent votre sujet aussi passionnant que vous, parce qu'ils ont participé à le construire et qu'ils y ont travaillé de concert avec vous. Ensuite, on pourrait, je vais faire allusion au changement des choix des sujets. Les choix des sujets ont beaucoup changé. Il y a des modes en recherche qui fait qu'il y a des sujets qui sont peu abordés et d'autres sur lesquels il y a une énorme littérature.
Il n'y a pas très longtemps, dans le séminaire de doctorat, j'essayais de trouver des textes sur la parenté qui soient publiés après 2010. Et ce n'est pas toujours évident parce que la parenté a été extrêmement à la mode et elle l'est beaucoup moins aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle est devenue désuète dans la vie, là, mais en tout cas, on la traite beaucoup moins. Là, je ne vais pas opter pour un mode énumératif de sujets qui sont traités de nos jours et qui ne l'étaient pas il y a 50 ans, sachant qu'en plus, on serait sans doute très surpris si on allait relire les vieux numéros de recherche amérindienne au Québec des années 1970 et 1980, parce que, en fait, ils regorgent d'idées que de nos jours, on croit complètement nouvelles, parce qu'on a un peu oublié ce qui était fait. Et j'aimerais leur rendre hommage par là. Par exemple, parce que hier, je refeuilletais un peu la liste, puis moi, j'aime bien les relire. Ça donne aussi parfois une petite leçon d'humilité parce qu'on a l'impression qu'on découvre plein de trucs alors qu'en fait, on a du monde qui en a parlé il y a 40 ans. Un exemple, les numéros spéciaux sur les femmes qui ont été publiés en 1983, Femmes par qui la parole voyage et Ethnées, femmes autochtones en 1984, avant même qu'on parle d'anthropologie féministe et qu'il y ait des cours sur le sujet. Eh bien, Recherche amérindienne au Québec avait envie de sortir des numéros là-dessus, qui sont toujours extrêmement intéressants. Donc plutôt, il faut remarquer qu'il est important de continuer à se poser la question de choisir un sujet qui intéresse les membres des communautés où les chercheurs et les chercheuses se rendent, ou alors également de répondre aux demandes qui peuvent nous être adressées dans la mesure où on est compétent dans ces demandes, bien sûr. Alors c'est sûr qu'on demande toujours aux étudiants de bâtir des projets à l'avance avec des questions de recherche, des méthodologies, des approches théoriques et analytiques, des guides d'entrevue. D'abord déjà simplement pour s'assurer qu'ils savent faire et qu'ils ont été bien formés dans leur sous-discipline ou leur discipline, et pour également que les autochtones qui les accueillent aient quand même une idée de ce qui les intéresse et de ce en quoi ce qui serait susceptible d'amener. Mais les mêmes étudiants, et donc les professeurs aussi, faut pas voilà, on est toujours un peu étudiant quand on va sur le terrain. Si on a tous bien profité de notre formation, nous devons tous pouvoir être flexibles, nous ajuster, et changer un peu, voire totalement de sujet. On a tous entendu des cris du cœur de participants sur le terrain ou lors de colloques qui relatent leur réaction face à un chercheur ou une chercheuse super enthousiaste, fraîchement débarqué avec son sujet, et un sujet non attendu. « Ah non, pas encore une recherche, le sujet... » Moi, j'ai entendu un nombre de fois. Et parfois, d'ailleurs, je me fais toute petite sur mon siège parce que je me dis « Ah, c'est super intéressant. » Et on a été nombreux et nombreuses, je pense, à nous retrouver également face à du monde vraiment désireux de nous aider, plein de bonne volonté sur le terrain, mais franchement pas passionné par ce que nous avons annoncé chercher. Ça m'est arrivé, et j'imagine que je ne suis pas la seule, d'arriver à un début d'été et d'expliquer le sujet qui m'intéressait, de voir du monde se donner du mal pour essayer de trouver quelqu'un qui accepterait de répondre à mes questions. Mais en fait, clairement, j'ai fini par comprendre que ça ne les intéressait pas spécialement. Et donc, j'ai fait un virage total et j'ai complètement changé de sujet. Et je leur ai demandé ce qu'ils avaient plutôt envie que je fasse, à part évidemment rentrer chez moi. Mais et finalement, ça a été extrêmement intéressant. Et j'ai quand même réussi à mener une recherche. Alors, pas du tout celle pour laquelle le CRSH m'avait donné des sous, mais ce n'est pas grave, à la fin, tout le monde était content. Il faut d'ailleurs savoir reconnaître les indices de ce manque d'intérêt derrière la façade de politesse, d'hospitalité, de gentillesse qui très souvent accueille le chercheur. Et il est quand même nettement plus agréable et excitant d'avoir un sujet qui suscite l'engouement général. La diversification des méthodologies permet aussi de faire une plus grande place à l'action des participants, que ce soit par la création, par les camps scientifiques, par les pages Facebook où chacun peut venir déposer des données. Il y en aurait d'autres, mais je laisse place à votre imagination. Il est toujours possible de faire des focus group. Moi, j'en fais jamais parce que j'ai horreur de ça, mais bref, où on peut faire aussi des entrevues semi-formelles qui sont conduites par le chercheur ou la chercheuse responsable. Mais on voit également de plus en plus une délégation de cette étape de la recherche à des membres des communautés d'accueil. Enfin, je vais terminer par parler de la vulgarisation et le transfert des connaissances. Et je vais terminer en évoquant le mode de restitution des données, un terme que je mets entre guillemets parce que je ne le trouve pas super satisfaisant. Je me demande s'il convient, mais bon, bref. La production classique des volumes et d'articles dans les revues scientifiques est encore la plus valorisée dans le monde scientifique, sur le curriculum vitae pour les promotions IACSAT-VRAI, Publish or Perish. Mais ce processus de production de la connaissance a un défaut,
c'est qu'il est encore souvent à sens unique, c'est-à-dire on est lu par des profs et par des étudiants qui eux-mêmes vont nous citer et qui vont publier des choses qui... Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est sûr qu'on peut impliquer des co-auteurs autochtones, mais les revues sont de plus en plus en accès libre. C'est même requis et obligatoire par les organismes subventionnaires. Les participants sont de plus en plus nommés quand ils n'ont pas requis l'anonymat. Et donc, il y a toute une possibilité d'avoir une production scientifique qui est plus accessible. Mais d'abord, tout le monde n'a pas forcément envie de lire ce type de prose. Ensuite, le niveau de littératie que l'on attend d'une publication scientifique suppose quand même un haut degré d'éducation scolaire qui n'est pas accessible à tout le monde. Et Recherche amérindienne au Québec, dès le départ, avait créé des rubriques tout à fait intéressantes, des rubriques de témoignages, d'entrevues, bref, d'autres formats qui permettaient une ouverture à des publics plus larges. Je me souviens même y avoir lu, mais là, je vous avoue que je ne l'ai pas retrouvé. En fait, c'était en illustration, c'était une petite bande dessinée. Je n'ai pas réussi à la retrouver dans la foule des numéros des 2 premières décennies, que j'aime bien. Mais j'y ai pensé parce que depuis, Recherche amérindienne au Québec a publié un petit roman graphique de Emmanuel Dufour, issu de concours du CRSH, J'ai une histoire à raconter, et qui a donc pu être inséré dans la publication, ce qui n'est pas habituel dans une revue scientifique. Et dans cette lancée, Recherche amérindienne au Québec a continué à travailler sur ces catégories de publication, à les redéfinir en incluant les commentaires, les points de vue, les créations artistiques, textuelles et visuelles, qui ajoutent une richesse vraiment intéressante à l'ensemble du contenu, le tout venant se compléter. D'ailleurs, maintenant, les personnes présentant des talents artistiques et des compétences de graphiste, moi, je suis toute première à dire que je suis très intéressée pour vous diriger, parce que ce n'est pas moi qui vais le faire. Et même de cinéastes, c'est plus que bienvenu dans les équipes de recherche. Avant, c'était plutôt le genre de mention dans une lettre de motivation auquel on ne faisait pas vraiment attention. C'était un peu comme, je ne sais pas, j'ai travaillé chez McDo, enfin, on s'en fiche un peu. Mais là, maintenant, c'est il y a des graphistes, ça c'est vachement intéressant. La formation en sciences sociales, d'ailleurs, n'implique encore nullement des cours en art-éducation ou en design, et pourtant, il ne serait pas du tout inutile d'y penser, parce que si on veut vraiment participer à rendre accessibles nos recherches, il faut aussi pouvoir les montrer d'une autre manière que la fameuse prose scientifique, dans lequel moi j'ai été formée, que j'aime bien, je m'y reconnais, je sais faire, mais il y a d'autres choses que je ne sais pas faire et qui sont plus accessibles à d'autres. En conclusion, l'enjeu majeur des tournants qu'ont adopté les études autochtones au cours des dernières décennies n'est plus, et loin de là, de se limiter à essayer de comprendre une population dans son devenir historique, mais bien de rééquilibrer des enjeux de pouvoir. Et pour les non-autochtones qui choisissent de se lancer dans ce type d'études, l'enjeu est de devenir le mieux possible des alliés, un terme qui a été défini comme suit dans la trousse du réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal. Vous pouvez la télécharger, c'est gratos sur Internet. Perturber les espaces oppressifs en éduquant les autres sur les réalités et l'histoire des personnes marginalisées. Mais avant de pouvoir éduquer qui que ce soit, il faut d'abord faire de la bonne recherche sur ces réalités et sur cette histoire, et s'éduquer soi-même, et c'est tout un beau programme pour faire des tas de recherches excitantes. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais maintenant passer la parole à Christian Gate-Saint-Pierre, qui est professeur au département d'anthropo de l'Université de Montréal. Merci. Je vais commencer avec quelques petites précisions, remarques. D'abord, j'ai changé mon titre de présentation. Je sais, ça ne se fait pas la veille même où on présente, mais je l'ai fait quand même parce que ce que je veux faire, c'est vous présenter un bilan de 50 ans d'archéologie, mais pas de l'archéologie au Québec en général, mais vraiment dans les pages de recherche amérindienne au Québec. Donc, ça réduit quand même un peu le champ d'investigation. C'est quand même déjà un peu peut-être arrogant ou prétentieux de vouloir présenter 50 ans d'archéologie, surtout pour un jeune de moins de 80 ans comme moi, là, comme on les a mentionnés tout à l'heure. Et juste pour vous positionner au niveau générationnel, moi, quand j'étais étudiant en anthropologie, j'avais un copain qui était aussi étudiant en anthropologie à l'époque, un colocataire, et qui se trouve à être, et là je vais donner un coup de vieux à une personne dans la salle, qui était le fils de Dona Savoie. Dona, on ne s'est pas vu depuis 25 ans, là, je vois ton regard, qui me dit « C'est qui ça, Christian Gate-Saint-Pierre? » Ben, peut-être que tu t'en souviens, Emmanuel.
Alors, on s'en reparlera tout à l'heure. Donc, moi, quand la Société Recherche amérindienne au Québec a été fondée, je buvais encore du lait dans un biberon. Là. Alors, c'est là où j'en suis à ce niveau générationnel. Donc, vous m'excuserez de porter ce jugement de Genot sur ces 50 ans de production scientifique et notamment archéologique. Donc, c'est ma perspective que je vous offre. Ce sont mes réflexions, mes idées qui ne sont peut-être pas partagées par l'ensemble de mes collègues archéologues. On pourra en débattre, on pourra en discuter, mais prenez-le comme ça. Alors, ce que je vais faire prochaine, je vais baser ma présentation sur deux grandes parties. Donc, une première où je vous présente ce que je crois être des continuités et des transformations, des mutations dans la pratique de l'archéologie au Québec, encore une fois, vue à travers les publications de la Société Recherche amérindienne au Québec. Et là, je parle de la revue, mais aussi des différentes collections comme Signes des Amériques et Paléo-Québec. Donc, je vais illustrer abondamment, comme vous allez le voir. Je vous préviens, je vais vous bombarder d'images de couverture là, de revues. Et dans un deuxième temps, j'oserai vous présenter ce que je crois être certains enjeux auxquels les archéologues québécois qui s'intéressent à l'archéologie autochtone auront à faire face, et je proposerai quelques idées là-dessus. Donc, en commençant par les continuités et mutations, en y allant avec la théorie pour régler cette question rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu très peu, en fait, de recherches archéologiques à saveur théorique publiées dans Recherche amérindienne au Québec, pour toutes sortes de raisons historiques et culturelles et structurelles que je n'élaborerai pas là, ici en détail, mais les archéologues québécois, comme beaucoup d'archéologues canadiens d'ailleurs, se sont assez peu investis dans les grands débats théoriques. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'y ont pas intéressés. C'est mal dit ma phrase, mais c'est pas grave. Et qu'il n'y a pas eu d'influence théorique sur les productions des archéologues, mais on ne s'y est pas lancé à pieds joints et on n'a pas vraiment apporté de contributions très développées, très approfondies au niveau théorique parmi les chercheurs, parmi les archéologues québécois. Alors, il y a quand même quelques exceptions. On s'est intéressé à certaines idées, à certains concepts théoriques, dont certains présents dans ces 3 volumes spéciaux, 3 volumes thématiques qui ont porté sur certains éléments à saveur ou à connotation théorique, notamment sur des questions d'identité, d'espace, et bien sûr avec le dernier sur un nouvel enjeu qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui est nouveau dans la revue. C'est quand même en 2018 que pas tout à fait la première fois, mais que pour la première fois, on avait un numéro spécial sur la décolonisation de l'archéologie, donc les pratiques communautaires et collaboratives en archéologie. Donc, ce sont des exceptions, et ce qu'on retrouve surtout dans la production des éditions Recherche amérindienne au Québec, ce sont des monographies, notamment des monographies de sites, ou ce qu'on se plaît à appeler parfois des paléoethnographies de sites archéologiques, donc qui visent essentiellement à reconstituer l'histoire culturelle autochtone à partir des vestiges matériels. Donc, avec, par exemple, ces quelques exemples de monographies de sites parus dans la série Signes des Amériques, et plus tard dans la collection Paléo-Québec, qui a été fondée, comme vous le savez, au sein du réseau de l'Université du Québec et qui a été absorbée, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas intégrée par Recherche amérindienne en 1993. Et dans ces monographies, vous le constatez, il y a quand même un bon nombre de monographies de villages iroquoiens. Ils sont assez fréquents parce que c'est entre autres, en fait, les études iroquoiennes ont toujours été très présentes, comme vous le savez, au sein du corps professoral du département d'anthropologie de l'Université de Montréal, donc où les études iroquoiennes étaient et sont encore très, très importantes. Il est à noter que dans ces... là, il n'est pas là aujourd'hui, c'est un autre coup de vieux que j'aurais donné à quelqu'un, mais qui n'est pas là aujourd'hui, mais Claude Chapdelaine, il a quand même édité ou coédité 15 des 18 derniers volumes de la série Paléo-Québec, et il a écrit des articles dans 17 des 18 derniers numéros de la série Paléo-Québec. Et là, je ne retrace même pas tout ce qu'il a contribué avant dans la revue elle-même, quoique je vais en glisser un petit mot tout à l'heure. Dans la prochaine, donc, ceci dit, avant que cette collection Paléo-Québec soit intégrée chez RAQ,
elle regroupait ou elle intégrait des recherches, surtout menées par des archéologues de l'Université du Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, à l'UQAC, oui, c'est ça, et qui avaient davantage comme terrain d'enquête ou de recherche le monde arctique ou subarctique. Donc, on peut voir cette transition ou cette transformation qui a eu lieu dans les intérêts de recherche exprimés à travers cette collection Paléo-Québec. Notamment lorsque le programme de certificat en archéologie à l'UQAM était présent et avec le projet Tuvalu de Patrick Plumel parmi plusieurs autres projets de ce type-là dans le réseau de l'UQ. Une autre formule fréquente dans les volumes de la revue, ce sont des volumes, en fait, des synthèses thématiques, notamment des synthèses thématiques autour des périodes chronologiques, des principales périodes chronologiques que les archéologues utilisent, donc paléoindien, archaïque, sylvicole et historique. Il y en a eu un certain nombre. Il y a également des synthèses plus thématiques, pas tant chronologiques, mais sur des thèmes comme l'origine des Iroquoiens, sur l'art rupestre et plusieurs autres sujets un peu plus pointus comme ceux-là. Une de ces thématiques, peut-être davantage bon, ça c'est une autre série d'exemples de volumes thématiques. Il y a eu beaucoup de synthèses régionales aussi, en Estrie, à Montréal, à Bromisquoi, etc. Et sur la prochaine, ce sont des exemples de numéros thématiques sur un sujet qui a toujours été très important dans la revue et j'étais heureux. Moi aussi, j'ai fait en fait, j'ai passé à travers toutes les tables des matières de tous les numéros pour préparer ma présentation d'aujourd'hui. J'y reviendrai tout à l'heure. Puis j'ai été surpris de voir à quel point cet intérêt-là pour l'archéométrie est très présent. L'archéométrie, là, pour les non-archéologues, peut-être, c'est cette intégration de méthodes et de techniques, surtout quantitatives, empruntées aux sciences pures, aux sciences naturelles, et qu'on applique à l'archéologie. Pensez par exemple à des analyses physico-chimiques pour comprendre la composition chimique de vases en argile, pour comprendre d'où ils viennent, comment ils ont été construits et où est-ce qu'on les a fabriqués, par exemple. Et donc, dès un numéro spécial de 1978, c'était déjà présent. On pense souvent que l'archéométrie, c'est quelque chose de très récent, peut-être parce que c'est particulièrement présent aujourd'hui. Presque tout le monde fait de l'archéométrie. On en a fait à l'Université Laval, on en a fait à l'UQAC, on en a fait à l'UQAR, on en a fait à l'Université de Montréal. On en a fait avec une nouvelle archéologue engagée à l'Université de Sherbrooke. Donc, tout le monde fait de l'archéométrie, mais à Recherche amérindienne, ça fait longtemps qu'on en fait aussi, ou en tout cas qu'on en publie. Alors ça a toujours été très présent et ça démontre aussi cette volonté de produire des recherches qui favorisent l'interdisciplinarité ou la multidisciplinarité ou inter ou trans ou peu importe comment on la qualifie, même si ce n'est pas tout à fait des synonymes, mais cette connexion, disons, entre les disciplines. J'arrive à l'ethnohistoire. Je suis content d'avoir entendu ce qu'Isabelle nous en a dit. Je la rejoins totalement là-dessus. Et pour les archéologues, c'est un élément important parce que ça a été une espèce de, je ne dirais pas nécessairement un noyau, mais ça a été un élément qui a permis d'unir et peut-être de mieux faire une place aux archéologues au sein de la revue, puis au sein de cette plus grande famille d'ethnologues, d'anthropologues et d'ethnohistoriens. Donc, c'est ce pivot qui souvent permettait le dialogue entre ces disciplines avec des archéologues comme Normand Clermont qui devenait soudainement un ethnohistorien et des historiens qui s'improvisent. Je dis ça, c'est pas péjoratif, au contraire, mais qui s'improvisent archéologues. Moi, j'aime bien quand on a des croisements des genres comme ça. Donc, l'ethnohistoire a contribué à cette intégration, je trouve, des disciplines et notamment de l'archéologie. Et elle a été présente dans plusieurs numéros. Et Isabelle nous l'a dit, il y a eu plusieurs articles là, qui ont été publiés sur ce sujet-là. Ce que vous voyez ici, c'est seulement des numéros thématiques qui avaient justement comme thème l'ethnohistoire. Mais il s'en est bien sûr publié dans beaucoup plus de numéros que ceux qui sont présents sur cette diapo. J'ai mentionné Normand Clermont, ce qui m'amène à discuter rapidement des pionniers qui ont aussi dont la contribution a été non seulement remarquée, mais soulignée par d'autres numéros thématiques, soit de la revue ou soit de la collection Paléo-Québec.
Normand en est un, Charles Martinge, que l'on a mentionné, en est un autre, et Laurent Giroir également, bien sûr. Donc, Recherche amérindienne, bien sûr, a été un véhicule exceptionnel très important pour rappeler et souligner les contributions de ces archéologues pionniers qui ont joué vraiment un rôle absolument très important dans le développement de l'archéologie au Québec. Et il n'est pas là dans la salle aujourd'hui, mais moi, je pense que le prochain, ça va être soit Daniel Chevrier, soit Claude Chapdelaine, mais ils ont eux aussi... ils auront droit à cet honneur-là, j'en suis certain. Donc, ils seront les prochains sur la liste, certainement. Ceci étant dit, un portrait fidèle de la pratique archéologique ou des publications archéologiques dans les pages de Recherche amérindienne ne serait pas tout à fait exact si on ne soulignait pas certains points négatifs. L'un d'entre eux, étant ce que j'identifie comme un déclin du nombre de publications à saveur archéologique au sein de la revue, pour toutes sortes de raisons, mais vous le voyez avec les chiffres qui sont là. C'est mon calcul rapide, là, peut-être qu'Éric, qui referait un calcul plus précis que moi, connaissant mieux les chiffres de Recherche amérindienne, aurait quelque chose de différent, mais je ne pense pas que ça serait vraiment contraire à la tendance à la baisse, qui est quand même assez clairement visible dans ce tableau. Donc, ce sont le nombre d'articles écrits par des archéologues sur l'archéologie dans la revue. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce déclin? Comment on peut l'expliquer? D'une part, oui, la prochaine. Il y a peut-être, en fait, il y a eu un relais qui a été assuré par la série Paléo-Québec, dans laquelle on est peut-être davantage maintenant invité ou sollicité pour publier nos recherches archéologiques. Il y a aussi peut-être la concurrence d'une petite revue, puis je fais mon mea culpa parce que c'est moi qui l'ai édité pendant les 7 dernières années, la revue archéologique. Eh oui, la revue de l'Association des archéologues du Québec. Quand on est archéologue et qu'on veut publier en français au Québec, il n'y a pas mille et une options. Il y a Recherche amérindienne et il y a cette revue. Et accessoirement aussi peut-être le Journal canadien d'archéologie qui publie parfois des textes en français. Mais pour me défendre ou me disculper peut-être quelque peu, c'est une petite revue qui ne publie qu'un volume par année et je n'ai pas cru voir une augmentation du nombre de soumissions qui nous ont été proposées. Donc, je ne pense pas qu'on ait été un si gros compétiteur que ça. En fait, le principal enjeu, ou pas tout à fait un enjeu, mais la principale cause, à mon avis, c'est peut-être un changement générationnel, puis je ne veux absolument pas porter un jugement là, sur ces changements de génération où on pourrait s'accuser d'une génération à l'autre. Ce n'est pas l'objectif du tout. Mais il y a quand même eu, moi j'ai bien vu dans ma génération et celle après moi, un plus grand nombre d'étudiants, de chercheurs obtenir des formations plus fréquemment à l'étranger et plus fréquemment au sein d'universités anglophones. Où on est peut-être plus rapidement, plus tôt et plus intensivement incité à publier dans des revues internationales qui sont généralement des revues anglophones. Et c'est une tendance qui est compréhensible d'une certaine manière. On nous incite bien sûr beaucoup comme chercheurs, comme universitaires à publier dans les plus grandes revues possibles parce qu'on veut avoir des promotions, parce qu'on veut avoir des subventions, parce qu'on veut avoir des postes. Donc on joue ce jeu qui est malheureux, dans lequel je ne me plais pas personnellement, mais on n'a pas trop le choix de s'y soumettre. Alors, je connais malheureusement beaucoup d'archéologues qui ne penseraient pas, en tout cas de premier abord, même s'ils sont québécois, de ce qu'on pourrait appeler la diaspora des archéologues québécois à l'étranger, ou d'archéologues non québécois, mais qui peuvent quand même, qui ont l'habilité de s'exprimer en français, mais qui n'ont pas nécessairement le réflexe naturel de penser à Recherche amérindienne ou à d'autres revues comme celle-là pour publier, ce qui est bien sûr regrettable. Alors, il y a un peu ce dilemme que je vois, c'est-à-dire est-ce que c'est la revue qui doit s'internationaliser davantage et essayer de se départir d'une image peut-être d'une revue trop régionale. Quand je parle de régional, je parle du Québec, c'est quand même grand le Québec, là, mais ou est-ce que ce n'est pas ces archéologues-là, dont je fais partie aussi, là, je ne veux pas seulement blâmer les autres, mais de développer
ses habiletés à jouer sur plusieurs niveaux. Je dis souvent à mes étudiants qu'un bon archéologue, c'est un archéologue ou un bon chercheur en général, en fait. C'est un archéologue ou un chercheur qui peut jouer au niveau international ou au niveau national, mais au niveau régional aussi. On veut tous publier dans les plus grandes revues, aller dans les congrès internationaux. Là, c'est le fun de voyager aux frais du CRSH ou du FQRSC. Mais on nous reproche aussi de plus en plus, et avec raison, d'être insuffisamment ancrés dans nos communautés, d'être pas toujours habiles à partager nos résultats auprès des communautés concernées. Et je ne parle pas seulement des communautés autochtones, mais de toute communauté qui peut être concernée par nos recherches. Et pour ça, bien, il faut s'adresser à ces publics-là. Et ces gens-là ne lisent pas nécessairement des articles de Nature ou de Current Anthropology. Alors, il faut faire ce travail de rendre nos publications plus accessibles et publiées en français et dans des revues qui sont largement distribuées chez nous, comme Recherche amérindienne. Bon, ça, c'est un de mes éditoriaux, là. J'en ai peut-être un ou deux avant de vous quitter. Alors, il y a cette transformation-là, générationnelle là, qui est peut-être à investiguer. Donc, il y a plusieurs de ces archéologues qui ont grandement contribué à la revue. Donc, j'ai comptabilisé, je m'excuse, il y a un petit chevauchement sur le bas de la diapo, où j'ai comptabilisé le nombre d'articles qui ont été écrits par des archéologues, soit comme auteur unique ou comme premier auteur. Je n'ai pas compté ceux qui étaient deuxième, troisième ou quatrième auteur, là. Mais on voit bien que, bon, avec des archéologues comme Normand Clermont, Claude Chapdelaine, Jean-François Moreau, bon, je ne vais pas tout lire la liste, vous la voyez, on a surtout affaire à des archéologues qui sont soit maintenant retraités ou sur le point de l'être, ou malheureusement même certains qui nous ont déjà quittés. Donc, ces archéologues qui ont été très, très, très productifs dans les premières années, dans les premières décennies de la revue, dans les années 70, 80, même 90, et certains encore. Claude n'est pas arrêtable, là, comme vous le savez probablement, même s'il est déjà retraité depuis plusieurs années. Mais c'est un peu une exception. Donc, il y a ce changement de génération qui se produit et on a l'impression que les plus jeunes archéologues s'investissent moins dans la revue. Puis je me questionne sur la manière pas de les ramener au bercail, mais peut-être de les inciter à publier davantage dans la revue. Alors, donc, ça m'amène à mes enjeux. Est-ce que je suis correct dans le temps ou personne ne compte ça? C'est bon. Alors, tu comptes à moitié? Okay. Donc, parmi les enjeux que j'identifie, récemment, on avait notre recteur de notre université, l'Université de Montréal, M. Daniel Jutras, qui nous expliquait qu'il veut faire de l'Université de Montréal la plus grande université francophone au monde. Alors, rien de moins. Donc, moi, je veux bien. C'est un très bel objectif. Mais on va faire ça comment? Et on va faire ça comment? Quand, justement, on est dans une université qui ne favorise pas tant que ça la publication et la recherche en français. Alors, moi, je sais bien que dans mon dossier de promotion, je viens d'en soumettre un, mes publications en français ne seront jamais du même calibre ou évaluées sur le même pied qu'une publication en anglais dans une revue internationale. Alors, et pourtant, Recherche amérindienne au Québec est d'aussi grande qualité que ces revues-là, à mon avis. Mais comment le faire comprendre aux collègues, comment le faire comprendre à nos administrations qui continuent de perpétuer cette espèce de système-là de compétition, de hiérarchie, tout en nous disant, ben oui, on veut favoriser la recherche en français. Ben aidez-nous à la faire reconnaître, cette recherche-là en français. Donc, ça, c'est un autre éditorial. Dans le même ordre d'idée, il faut aussi faire une plus grande place aux archéologues qui travaillent dans d'autres milieux que le milieu universitaire. On les a mentionnés rapidement tout à l'heure. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la majorité, même la très grande majorité des archéologues au Québec, et c'est même vrai partout en Amérique du Nord, ce sont des archéologues qui œuvrent en dehors du contexte universitaire. Mais ces archéologues-là, on les retrouve assez peu dans les pages de recherche amérindienne et dans d'autres revues d'ailleurs. Ce n'est pas un problème qui est spécifique à recherche amérindienne. Mais là aussi, comment on peut faire pour, pas nécessairement rendre la revue plus attractive, je ne crois pas qu'elle ne l'est pas à leurs yeux, mais comment créer des contextes, des situations, des incitatifs qui les amènent à publier davantage et à publier davantage dans cette revue-là. Est-ce que ce sont les donneurs de contrats? Est-ce que ce sont les employeurs qui doivent créer ces occasions-là? C'est peut-être une option.
Je n'ai pas la réponse précise, mais là aussi, il y a un travail à faire. Il faut faire entendre les voix de ces autres archéologues au sein de la revue. Et parlant de voix, bien sûr, il y a la voix de nos collaborateurs et collègues et amis autochtones qui doivent continuer à être présents. J'ai entendu, bien sûr, des intervenants aujourd'hui souligner la part très importante des communautés autochtones et des chercheurs autochtones ou des participants autochtones dans les pages de la revue. C'est vrai qu'elle est présente, elle pourrait l'être davantage. Je vous dirais bien humblement que pour ce qui est de l'archéologie, elle est beaucoup moins présente. On a, pour toutes sortes de raisons, encore une fois, toujours eu un peu plus de difficultés ou était peut-être un peu moins proactif dans nos tentatives d'intégrer les Autochtones dans nos recherches, dans nos publications, dans nos moyens de diffusion. Donc, je pense qu'il faut faire un effort encore plus grand à ce niveau-là. Ce qui va demander, bien sûr, de former des archéologues autochtones. Il n'y en a encore à peu près pas au Québec. Et je suis d'accord avec Jonathan sur ce point-là. On a un retard considérable, à mon avis, à combler par rapport au Canada anglais ou aux États-Unis. Je ne veux pas ouvrir un autre débat là-dessus, mais il ne s'agit pas de s'auto-flageller, de se dire qu'on est moins bon que les autres, mais simplement de reconnaître qu'il y a ce défi-là qui est présent, puis de mettre la main à la pâte et d'essayer d'y trouver des solutions. Alors, comment on peut davantage intégrer les Autochtones dans les formations universitaires en archéologie, universitaires ou collégiales? Comment on peut les intégrer davantage dans nos projets de recherche également? Ce sont d'autres questions très importantes. J'invente, je veux dire, il n'y a rien d'original dans ce que je vous raconte, mais il faut continuer à y réfléchir parce qu'on n'y est pas encore tout à fait, à mon avis. Juste avant encore, c'est un peu sur ce point-là, sur la décolonisation et la réconciliation. Je l'ai souligné tout à l'heure. C'est quand même pas décevant, mais on se dit comment ça se fait qu'il a fallu attendre en 2018 pour avoir un premier volume là-dessus. Je ne dis pas qu'on n'en parlait pas avant ça, mais c'est un témoignage, je trouve, de ce retard. Il faut que j'accélère, c'est ça? Non? Un peu, j'achève. Donc, il faudra qu'il y ait plus de numéros comme celui-là, qui va être un exemple à suivre, à mon avis. J'en arrive à mon dernier point, j'achève vraiment. Je l'ai rajouté tout à l'heure, et pourtant, il aurait dû être présent dès le départ. C'est un point sur lequel j'insiste pourtant toujours, la pertinence sociale de l'archéologie, je l'appelle comme ça. Comment rendre nos recherches pertinentes pour, encore une fois, les diverses communautés qui peuvent s'y intéresser. Bien sûr, les communautés autochtones, mais pas seulement celles-là. J'ai beaucoup aimé, moi, les mots de M. Dudomaine au départ sur la reconnaissance territoriale. Elle ne m'a pas choqué du tout. J'abonde à plusieurs égards dans le même sens que ce qu'il nous disait. Et il se trouve que les archéologues ont quelque chose à dire là-dessus. Je fais des recherches là-dessus avec des partenaires Mohawk, entre autres, sur cette question-là, où on ne s'entend pas toujours, mais on s'entend au moins pour travailler ensemble. Parce que eux et nous, archéologues, on a une contribution, je pense, à faire sur cette question-là, parce qu'on a des connaissances, parce qu'on a des moyens d'aborder la question, et que ça peut être pertinent pour informer les débats publics sur des enjeux comme celui de la reconnaissance territoriale autochtone. On le voit, ça revient dans les médias constamment, et ça apparaît toujours comme une question non réglée. Alors, je pense qu'en travaillant ensemble, par exemple, je ne veux pas faire d'auto-promotion, là, mais je travaille sur un projet qui a été initié par une communauté autochtone qui me demande de travailler avec eux. Je suis à la limite à leur service pour documenter cette question-là de la présence autochtone à Montréal pour tenter de régler cette question de reconnaissance territoriale. Alors, je veux juste terminer vraiment rapidement en disant qu'en faisant tout ce travail, j'ai grandement apprécié en fait, j'ai redécouvert la richesse incroyable, vraiment, de recherche amérindienne au Québec. J'ai l'air de me transformer en vendeur de revues, là. Mais vraiment, j'ai découvert des articles que je ne connaissais pas, puis je me suis dit, comment ça se fait que je ne connaissais pas ces articles-là qui pourtant sont autour de thématiques qui m'intéressent fortement. J'ai redécouvert d'autres articles ou d'autres auteurs. Il y a des auteurs que je ne savais même pas qu'ils avaient publiés dans la recherche amérindienne.
Donc, vraiment, je vous invite à faire ce travail de simplement repasser à travers non seulement les volumes, mais les tables des matières. Je vous le dis, là, vous allez... peut-être même les fondateurs de la revue seraient eux-mêmes surpris de se remémorer toutes ces contributions qui forment la richesse de cette revue-là, qui m'a accompagné dans mes études, qui m'accompagne maintenant et qui, je l'espère, va m'accompagner maintenant, même avec son nouveau nom et son nouveau logo qui nous seront présentés tout à l'heure. Merci, puis désolé pour avoir débordé de mon temps. Non, c'est moi qui m'excuse. C'était à moi normalement de contrôler le temps. Tout le monde a débordé. Nous n'aurons pas de questions. J'ai à peine commencé mon postdoc que déjà je stresse mon directeur de postdoc, vous voyez. Donc on n'aura pas de questions, mais on va passer au dernier participant, donc Edgar Blanchet, agent de recherche au sein du bureau Nicana du Grand Conseil de la Nation Wabanaki. Et comme la dernière fois que nous nous sommes vus, nous militions lors d'un fameux printemps 2012. C'est la voix un peu empreinte d'une certaine nostalgie avec laquelle je te laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, bonjour, je m'appelle Edgar Blanchet. Donc, je suis de formation à l'anthropologie. Je suis anthropologue, mais je travaille au bureau du Ndakina, donc le bureau territorial du Grand Conseil de la Nation Wabanaki avec la Nation Abénakise. Je ne suis pas Abénaki moi-même. Mais c'est sûr que je me trouve chanceux puis privilégié de participer à présenter devant des gens que j'ai lus quand j'étais aux études, puis même avec Marie-Pierre ou d'autres personnes qui m'ont enseigné ici il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est un peu intimidant aussi, là, à la fois. Donc, ce que j'ai compris de l'événement, en fait, c'est une belle occasion de réfléchir à l'héritage de la revue, mais aussi à des nouvelles pratiques qui sont en émergence. Dans le milieu de la recherche autochtone. Puis j'espère que ça va amener quelques complémentarités justement à ce qui vient d'être présenté. Mais je me trouve privilégié parce que j'ai un point de vue plutôt de l'intérieur, puisque je travaille pour une organisation autochtone qui fait beaucoup de recherche, mais beaucoup de partenariats de recherche avec le milieu universitaire. Donc, c'est sûr que, en tout cas, ça me fait beaucoup réfléchir là, dans ma pratique. Puis j'ai vraiment l'impression que le rôle de l'anthropologue a beaucoup évolué, mais surtout en ce moment, on dirait qu'il est en changement. Puis c'est une belle occasion aujourd'hui de réfléchir au rôle de l'anthropologue, qui n'est pas du tout le même, j'ai l'impression, que celui des pères et des mères fondateurs, fondatrices, qui m'ont beaucoup inspiré. Je me rappelle quand j'étudiais comme Rémi Savard, Sylvie Vincent, José Mayotte, mais c'est plus du tout le même genre de travail, j'ai l'impression, qui est requis. Donc c'est ça, je vais partager ma réflexion par rapport à la relation que mes collègues, Abénaki ou pas, et les membres de la Nation avec qui je travaille ont par rapport à la relation qu'ils ont avec le milieu de la recherche. Ça concerne, entre autres, un certain risque de sursollicitation des petites nations, des petites Premières Nations comme la Nation Abénakise, qui est vraiment pas très grande, là, qui sont environ 3000, mais dont la moitié de ces 3000 membres n'habitent pas au Québec. Donc, c'est pas un gros bassin de population. Puis il y a aussi un gros engouement autour des savoirs autochtones, savoirs écologiques aussi, qui sont bien à la mode en ce moment. Puis ça pose certains des enjeux conceptuels ou éthiques qui est important de réfléchir. Donc, ma présentation n'est pas critique, mais j'aimerais ça partager mes réflexions que j'ai par rapport à ça pour justement réfléchir à quel est le rôle, quelle est la pertinence de la recherche aujourd'hui. Puis je suis convaincu qu'il y en a une, que c'est très important, la recherche universitaire, la recherche fondamentale, mais aussi comment faire ça justement tout en se transformant pour que ce soit au service des nations, puis que ce soit accessible aussi. Donc, justement, mon premier point, c'était concernant la sursollicitation des membres, c'est que ce qui m'a vraiment choqué, bien pas choqué, mais impressionné quand j'ai commencé il y a un peu plus de 3 ans à travailler pour la Nation Abénakise, c'est que je pense que je connais aucun Abénaki qui n'a pas déjà participé à une entrevue semi-dirigée ou une étude quelconque, puis c'est assez impressionnant. Parce que, comme je disais, à Odanak, il y a à peu près un peu plus de 450 habitants. Puis à Wilnac, qui est encore plus petite, sont à peu près 200 habitants. Donc, c'est vraiment pas des gros bassins de population. Et comme c'est des nations qui sont périurbaines, c'est très accessible. Donc, pour une maîtrise, des fois, quand tu n'as pas de financement, c'est facile quand même de faire 1 heure de route pour se rendre à Odanak. Pour faire une étude en milieu autochtone, bien, j'ai l'impression que ça fait qu'ils sont beaucoup plus sollicités que d'autres Premières Nations. Donc, ce que je partage, c'est vraiment pas quelque chose qui pourrait nécessairement être généralisé là, à toutes les Premières Nations, mais j'ai l'impression que cette sursollicitation-là
ça met beaucoup de pression sur les membres, puis ça risque aussi d'emmener plusieurs à l'épuisement, disons, particulièrement les jeunes et les chercheurs qui sont issus de ces nations-là, donc les chercheurs autochtones, dont mes collègues qui sont Abenaki. Donc les jeunes en particulier, je réfléchissais à ça cette semaine, puisque en fait, comment ça fonctionne, beaucoup la recherche, c'est par subvention, puis au bureau, on fait beaucoup de demandes de subventions pour des projets de recherche. Et les subventions fédérales, il y a carrément dans les critères qui sont publics sur le site Internet, femmes, il y a jeunes aussi, puis il faut vraiment cocher les catégories, puis plugger comment on va intégrer une dimension intergénérationnelle dans le projet de recherche qu'on veut essayer de financer. Mais par contre, des fois, c'est super important, puis ces structures-là sont là pour une raison, c'est super pertinent. Mais des fois, ça n'a aucun lien avec le projet de recherche qu'on veut faire. Notamment, il y a 2 ans, on a fait une demande pour un projet de recherche sur la surveillance des habitats, un peu à la frontière entre la biologie puis l'anthropologie, puis sur le changement sur le territoire. Puis c'était beaucoup des inventaires, puis des choses très, très scientifiques. Puis ils nous ont dit, vous n'intégrez pas assez les jeunes dans votre projet. Puis il y a quelques semaines, le même genre de commentaires on a par rapport à un projet sur la présence de contaminants dans la nourriture traditionnelle. Donc, c'est des trucs très scientifiques, mais par contre, les jeunes à Odanak, je veux dire, il y en a peut-être 20, là, puis ils sont vraiment hyper sollicités. Puis un de mes collègues qui est gardien du territoire, il me disait, si ces jeunes-là savaient à quel point il y a beaucoup d'argent, puis de monde qui réfléchissent autour d'eux, c'est quasiment trop, en fait. C'est ça puis on réfléchissait à ça en se disant, c'est sûr que c'est bien, puis une recherche idéale va intégrer une dimension intergénérationnelle, mais des fois, ça n'a pas lieu d'être. Puis on essaye. Je me rappelle, il y a 2 ans et demi, on est allé au Maine pour faire une recherche sur la vannerie. Je vais peut-être y revenir plus tard dans la présentation, mais on a essayé d'amener des jeunes. On avait amené dans les fonds d'archives d'un musée, mais c'est quand même dur de rendre ça intéressant pour des jeunes qui ont comme 15 ans, là, puis surtout quand on fait des demandes de subventions qui sont pour dans plusieurs années. Des fois, c'est un projet sur 2 ou 3 ans, mais pour avoir fait partie, puis je me rappelle quand moi j'avais cet âge-là, mais de mouvement jeunesse, comme j'ai été chef scout pendant une dizaine d'années, puis les jeunes, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire en 3 mois, puis ils ne peuvent clairement pas s'engager pour un projet qui va durer 2 ou 3 ans. Là. C'est comme impossible. Là. En tout cas, c'est une réflexion que je tenais à partager parce que c'est un risque que je trouve il y a des nouvelles pratiques qui sont super intéressantes, mais en tout cas, il faut les adapter. Puis c'est beaucoup le point que je veux amener, c'est que le one size fits all, puis des nouvelles pratiques ne sont pas toujours bonnes à importer telles quelles, même les exigences dans ce genre-là, à toutes les nations de la même manière. Deuxième enjeu, c'est ça, c'est par rapport aux chercheurs, aux professionnels, aux employés des organisations comme le Grand Conseil qui sont d'origine autochtone. Puis c'est vraiment la directrice du bureau qui me partageait son malaise par le fait que les employés autochtones étaient beaucoup plus sollicités que les employés non autochtones de la même organisation, au risque justement d'épuisement professionnel, des fois tellement que c'est beaucoup demandant, puis il y a souvent beaucoup de résistance quand quelqu'un d'autre est délégué au projet de partenariat qui n'est pas lui ou elle Abenaki. Donc il y a beaucoup de résistance des fois de la part des partenaires de recherche externes, peut-être une déception, puis en tout cas, c'est sûr que ça pose un certain malaise, en tout cas au sein de l'organisation par un moment, parce que ça fait douter aussi de savoir est-ce que c'est ma compétence qui est vraiment valorisée en ce moment ou c'est juste mon appartenance à une Première Nation qui fait que je suis dans le projet. En tout cas, ça fait beaucoup douter. Puis c'est des réflexions que je partage, que j'ai eues cette semaine aussi avec mes collègues. Là. Je ne veux pas parler à leur place, mais en tout cas, c'est 2 genres de nuances que je trouvais intéressantes de parler parce que la pratique évolue, mais il ne faut pas tomber dans certains pièges comme celui-là. Puis c'est intéressant parce que ça m'amène à mon deuxième point qui est vraiment l'importance grandissante qu'on accorde au savoir autochtone, au savoir écologique traditionnel aussi dans les études. J'ai l'impression que c'est pas nouveau là, en anthropologie puis en études autochtones, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un genre de gros buzz autour de ces concepts-là. Puis souvent qu'on dit que sont issus d'une épistémologie qui est différente, des fois, j'ai l'impression qu'on ne réalise pas à quel point, puisque il y a beaucoup de monde qui veut faire des partenariats et intégrer les connaissances traditionnelles, mais c'est tout le temps super spécifique où il n'y a pas une compréhension que c'est même pas quelque chose qui est intellectualisé, puis les gens ne vont pas dire je
je suis expert de cette connaissance-là. Je peux parler de la plage, je peux parler de la glace. Tu sais, c'est super spécifique, alors que souvent, c'est pas comme ça qu'ils sont. C'est très incarné, puis c'est pas une encyclopédie, en fait. C'est pas une encyclopédie puis, qui parle de tous les éléments de la nature puis de leur interconnexion. C'est beaucoup. Parce que souvent, c'est plus latent, puis c'est un petit peu plus. Puis j'ai l'impression que quand il y a des chercheurs qui connaissent moins bien les contextes dans lesquels ils veulent faire une étude, bien, ils passent à côté de ça en se disant « Ah, vous n'avez pas de connaissances sur tel sujet », mais en fait, c'est juste que c'est pas exprimé d'une manière qu'on s'y attend. Puis ça fait aussi que des fois, les participants à ces études-là, ils partagent qu'ils sont déçus par rapport aux résultats de ces recherches-là par après, parce que c'est comme si des chercheurs passaient à côté, en fait, du fait qu'il y avait des connaissances culturelles, mais qui étaient beaucoup plus... qui n'étaient vraiment pas verbalisées ou intellectualisées. Là. J'espère que je suis clair. Puis c'est ce qu'on m'ont témoigné récemment, c'est que c'est comme si on s'attendait souvent à ce que ces participants-là aux recherches, puis c'est beaucoup incarné dans le droit canadien, c'est qu'on s'attend à ce que les membres autochtones qui font de la recherche, c'est comme des super-héros. Là. Moi, ils doivent travailler 40 heures semaine, ils ont une famille, ils ont des loisirs, ils ont des amis, mais en plus de ça, on exige qu'ils apprennent la langue, qu'ils apprennent sur leur culture, qui incarnent leur culture, puis qui deviennent des porte-étendards de cette culture-là. Puis c'est comme beaucoup demandé à des gens, surtout les jeunes dont je parlais tantôt, qui ont comme 15 ans, puis qui veulent juste jouer aux jeux vidéo. Là. Fait, en tout cas, des fois, je vois ce genre d'interaction-là, puis en tout cas, ça me fait réfléchir beaucoup. Là, fait que, en tout cas, j'espère que ça va participer à la discussion. Là. Je pense pas que je vais parler 20 minutes, mais c'est des éléments que je voudrais partager. Puis les savoirs qu'on essaie d'intégrer dans nos études, puis on le fait même au sein de la communauté, mais souvent, il faut faire attention au fait que, comme on dit, la Nation Wabanaki est beaucoup en phase de réappropriation de sa propre culture, puis il y a une résurgence où beaucoup de membres réapprennent, puis dans un souci souvent de contrebalancer le rapport de pouvoir entre le chercheur puis les personnes qui participent, justement, dont on parlait. Il y a une nouvelle tendance à appeler les membres qui participent des experts. Puis moi aussi, je le faisais, je trouve ça intéressant de dire c'est les experts, c'est ceux qui connaissent le territoire, c'est pas moi. C'est clairement pas moi, parce que moi, je chasse pas. Je peux pas. C'est la personne qui est experte, c'est la personne qui chasse. Puis là, par contre, sur certains savoirs plus sensibles, les gens ne vont pas être à l'aise avec ce terme-là non plus, parce qu'on importe notre conception ou on individualise le savoir en disant cette personne-là porte le savoir. Puis souvent, c'est pas une personne qui connaît tout. Puis le processus d'acquisition de connaissances n'est jamais fini dans la vie. Même à 50 ans, tu ne considères pas que tu es expert du savoir parce que tu n'as jamais fini d'apprendre. Puis il y a un de mes collègues, Mathieu Obomsawin, qui me disait que il avait grandi avec certaines aînées, il a fait des entrevues, plein de recherches, des expositions au musée, mais encore maintenant, même s'il a grandi avec, il apprend des éléments de la culture que les gens n'ont pas pensé partager parce qu'ils ne pensaient pas que c'était intéressant. Puis c'est comme infini. Donc, la position d'expert, ça met une certaine pression, genre, sur certains individus qui sont après ça devenus considérés comme des experts de certains sujets, mais qu'on prend pour acquis qu'ils connaissent tout, alors qu'on ne peut pas prendre ça pour acquis, puisque l'impression que j'ai dans les constats dans ma pratique, c'est que c'est beaucoup plus diffus et beaucoup plus latent, les connaissances culturelles. Puis j'avais 2 exemples, en fait, de recherches qu'on a faites dans les dernières années. Une, en fait, c'est pas une recherche, mais il y avait des gens qui voulaient faire des membres de la nation qui voulaient faire une vidéo sur les wampum, donc un sujet très sensible, très associé à des croyances et à la spiritualité. Puis c'était des membres de la nation, des jeunes qui voulaient faire un documentaire. Puis finalement, la personne qui venait parler de ça, parce qu'on savait qu'elle avait beaucoup de connaissances à partager, quand elle a vu la caméra, elle a dit non, c'est pas un contexte dans lequel je suis à l'aise parce que ça n'est pas fait pour être enregistré, ces connaissances-là, puis ils doivent être transmises dans un autre contexte, en territoire ou ailleurs. Donc là, on a réalisé, même au sein de la nation, c'est pas clair des fois, c'est très sensible des sujets. Même chose pour un projet sur les plantes médicinales, qu'on voulait juste regarder comment les espèces envahissantes menaçaient certaines plantes médicinales sur les territoires d'Odanak puis Willinak. Puis beaucoup de monde ont dit, non, ce sujet-là est trop sensible pour que vous l'étudiez. Donc, même au sein de la communauté, il y a des dynamiques comme ça. Donc, quand on veut faire de la recherche, on arrive de l'externe, c'est encore plus compliqué. Ça demande une sensibilité encore plus grande, j'ai l'impression. En tout cas, donc c'est ça. Puis, je sais pas si... Je pense que c'est assez connu, mais comment on me l'expliquait, c'est que ces connaissances-là culturelles, il y a un chant traditionnel à Benaki, mais aussi d'autres Premières Nations algonquiennes, c'est le chant de
des épines de pin, là, je pense que c'est Noridjwak le nom. En fait, mais la légende dit qu'à Noridjwak, qui était une mission près de la rivière Sandy puis la rivière Kennebec, qui était un établissement Abenaki. En fait, les Britanniques arrivaient pour brûler l'établissement, mais les nations qui étaient là avaient été averties. Fait, en fait, avant de se séparer, se splitter sur le territoire, ils ont fait ce champ-là des épines de pin. Puis la métaphore, c'est que quand tu mets des épines de pin sur un tambour, puis tu tapes dessus, ben, les épines de pin se répartissent, puis c'est comme ça qu'ils conçoivent la culture. En tout cas, c'est ça que quelqu'un m'expliquait dans la communauté, qu'ils conçoivent la culture comme tout le monde a des petites parties de cette culture-là, mais il n'y a pas une personne qui peut dire « je suis expert de… » En tout cas. Puis c'est intéressant parce qu'ils disent que quand tu tapes dessus, ben, c'est voué à se répartir sur le tambour, puis plus tu continues, ben, ça va finir par se rassembler, en fait. Puis c'est comme ça c'était comme pour symboliser le fait que la nation Wabanaki s'est vraiment dispersée sur le territoire là, dans ces années-là, puis qu'il y en a beaucoup qui habitent encore aux États-Unis, puis il y en a qui habitent au Québec. En tout cas. Donc, ça, c'est ma réflexion sur un peu l'engouement par rapport au savoir autochtone, puis que c'est relativement sensible. Donc, c'est beaucoup ça que je voulais partager. Par contre, je ne veux pas être critique, puisqu'il y a beaucoup de besoins en recherche. Puis la recherche fondamentale a vraiment une pertinence, puisque ce que je réalise, c'est que c'est pratiquement impossible sur une semaine où tu comptes tes heures, puis tu es payé par heure, on va dire, écrire un article scientifique. C'est tellement de travail, puis ça faut tellement être consacré, il faut tellement être dévoué. Puis j'ai l'impression que c'est tellement d'heures de travail que il y a beaucoup de recherches où il y a des outils méthodologiques, ça prend beaucoup de temps. Bien, les nations, souvent, n'ont pas l'intérêt ou le temps ou les ressources pour le faire. Puis, très, très contentes. Là, tu parlais de l'édition de Recherche amérindienne de 2003 qui est sur les Abénaquis, mais il est tout le temps sorti sur le bureau, puis c'est tout le temps en référence parce qu'il y a des gens qui ont fait ce travail-là qu'on n'aurait jamais le temps de faire, donc on s'y réfère tout le temps. Puis c'est extrêmement intéressant, puis c'est extrêmement important parce que ça nourrit là, des processus de consultation ou d'autres projets qu'on a. Par contre, c'est ça, je me rappelle que quand j'étudiais en anthropologie, il y avait toujours l'enjeu du fait que certains anthropologues brûlaient des terrains là, en agissant mal, puis là, après ça, bien, il y avait un certain climat anti-recherche qui se crée lorsque les gens ils ont une expérience négative avec un anthropologue ou un chercheur sur le terrain. Mais des fois, c'est beaucoup par épuisement. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont tannés d'avoir participé à des recherches, mais que ça revienne. C'est trop flou ce qui est produit. C'est trop flou. Souvent, c'est très théorique par rapport aux résultats de cette recherche-là. Donc, la Nation, depuis 2018, a mis en place un comité de coordination des recherches. Puis c'est vraiment une structure assez rigide pour coordonner les recherches parce qu'il y en avait comme trop qui se faisaient sur les Abénaquis. Donc, c'est vraiment sur une base trimestrielle, 4 fois par année. Ils évaluent les différents projets de recherche qui sont proposés en partenariat et ils évaluent aussi le degré de partenariat qui vont investir dans le projet en fonction de l'intérêt qu'ils ont par rapport au projet. Puis des fois, c'est super intéressant, mais ça ne correspond pas à leurs axes de prioritaires, ou des fois, c'est intéressant, mais ils n'ont pas besoin de s'impliquer dans le projet pour que le projet aille de l'avant. Donc, le degré d'implication va varier d'un projet à l'autre. Mais souvent, il y a une certaine pression pour que tout soit co-construit, puis ça devient quasiment une injonction morale d'un bon projet, maintenant éthique, doit être co-construit, mais des fois, le monde n'a juste pas envie, pas le temps, ou c'est pas dans les priorités de faire cette recherche-là, mais elle est intéressante, fait qu'ils vont participer à certains moments clés. Puis des fois, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'intérêt ou ils veulent pas, c'est juste une question de priorisation. Mais c'est ça, donc ça confronte souvent là, le fait que, en tout cas en recherche, j'ai l'impression qu'on est souvent, moi je suis très désorganisé, puis souvent dernière minute, puis c'est confronté à une structure aussi rigide, mais qui a été mise en place dans les dernières années pour un peu protéger les organisations de la nation qui étaient trop sollicitées, donc qui se disent, ben non, comme là, la prochaine évaluation est en janvier. Donc en janvier, on évalue tous les projets de recherche qui seront tombés, disons, avant le prochain, puis le prochain, ça va être au printemps, là, je ne sais pas trop quand. Donc c'est intéressant de voir que c'est des nouvelles structures, des nouvelles pratiques. Puis pour le partenariat, il est exigé dans l'entente de partenariat qu'il y ait une restitution des données, donc une diffusion des résultats, mais qui soit accessible. Donc ça peut être des affiches, il y a plein de nouvelles pratiques qui existent, qui sont vraiment super. Puis quelqu'un me disait justement cette semaine, tu le diras là, à ta conférence, que les colloques, souvent, bien, sont faits mais entre chercheurs. Puis le monde disait, bien, ça serait le fun qu'il y ait des colloques à Odanak, comme ça le monde qui ont participé aux recherches pourrait venir à Odanak puis assister aux recherches. Donc, des fois, il y a cette ouverture-là, mais à être créatif dans la restitution des données, puis que ce soit des données qui puissent être réutilisées, parce qu'on constate que même quand elles sont restituées, c'est rare qu'elles sont dans un format
qui soit réutilisable par après. Des fois, on reçoit une base de données là, d'une étude en nutrition, puis il n'y a personne qui a cette expertise en statistique pour utiliser ces données-là par après. Donc, elle a été restituée comme les principes PCAP l'exigent, mais on ne peut rien faire avec parce qu'on n'a pas d'expertise. Donc, en tout cas, c'est intéressant de réfléchir à tout ça. Puis, c'est des nouvelles pratiques qui se mettent en place, mais ce n'est pas non plus contre le fait que la recherche fondamentale, des fois, c'est plus théorique parce que c'est sur un plus long temps. Puis ce temps-là, j'ai l'impression que les organisations, des fois, quand elles sont dans des projets plus concrets, n'ont pas le temps d'approfondir avec de nouvelles méthodologies des sujets de recherche. Donc, c'est très pertinent parce que ça peut être réutilisé par après, mais des fois, ils n'ont pas les moyens ou les ressources pour les mener elles-mêmes, ces recherches-là. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, mais c'était pour ma réflexion du moment sur les nouvelles pratiques en recherche là, de mon expérience personnelle. Merci beaucoup à vous quatre. Malheureusement, on a un après-midi très chargé, donc je n'ai pas laissé de temps pour les questions. Donc c'est peut-être la dernière fois que j'anime un panel, hein, vous ne me reverrez plus, manifestement. Donc désolé, je vous invite en fait à en discuter avec les panélistes pendant la pause. Mais merci beaucoup à tous les quatre, en tout cas, merci énormément.